Donc ce plénier, il s'appelle les visages de la nouvelle génération ouvrière. Moi je m'appelle Laura, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille à la SNCF, je suis agent de circulation à la SNCF. Donc à mes côtés, vous avez Adrien qui est travailleur à la raffinerie de Grand Puy, que vous connaissez sûrement, donc je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Il y a aussi Christian qui est ouvrier dans l'agroalimentaire en Moselle-Est. Et ensuite, il y a Yacine qui est... Yacine qui est machiniste à la RATP et qui est un des camarades qui a fait avec nous l'expérience de la coordination RATP-SNCF pendant la réforme des retraites, dont il va nous parler. Donc moi, je pense qu'il y a dans la salle, y compris des camarades d'autres secteurs qui sont ici. Il y a des camarades de l'automobile, il y a des camarades, je sais pas, ils sont pas, il y en a qui vont arriver demain. De l'Infrapol aussi, il y a des camarades à l'aéroport de Paris, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés ce soir ou s'ils arrivent demain, voilà, il y a des camarades de l'éducation, à la fois profs, enseignants et aussi des camarades précaires de l'éducation qui ont mené aussi des expériences dans la lutte des classes et qu'on invite vivement à prendre la parole dans la discussion. Il y a des camarades de la culture, il y a des camarades qui ont fait l'expérience de la grève d'Honnête il y a quelques années, qui sont aussi avec nous dans cette université d'été. Il y a des camarades qui travaillent dans la santé, dans le social. Donc j'invite, et sûrement je rate d'autres que je connais pas, mais j'invite vraiment le but de la discussion, c'est vraiment de faire un échange entre nous, que l'ensemble des camarades puissent intervenir et qu'on essaye de réfléchir ensemble sur ce que ça veut dire cette question de nouvelle génération ouvrière et quels sont les défis et les tâches pour les révolutionnaires dans ce contexte-là. Donc moi je vais essayer de revenir un petit peu sur quelques éléments de contexte et comme je disais les objectifs du plénier. Je pense d'abord une première chose qui est importante à dire, c'est qu'on ne peut pas comprendre le visage, justement les visages de la nouvelle génération ouvrière qu'on voit aujourd'hui en partie à cette tribune, mais qui heureusement existe aussi ailleurs. On ne peut pas la comprendre sans comprendre qu'il y a les gilets jaunes qui sont passés par là. Ça c'est une première chose à mon avis importante, et il y a plusieurs témoignages dans la tribune et peut-être dans la salle aussi qui vont revenir sur ça et qui vont montrer à quel point ce phénomène, ce mouvement radical des Gilets jaunes a marqué aussi les esprits du mouvement ouvrier. On ne peut pas aussi comprendre, y compris ça a marqué les esprits du mouvement ouvrier et ça a marqué aussi des expériences comme on a pu voir pendant la grève, la coordination RATP-SNCF pour parler de ce qui me concerne directement, mais aussi tout un tas d'autres luttes et d'autres grèves qu'il y a pu avoir dans le monde du travail depuis le mouvement des Gilets jaunes. Et on ne peut pas comprendre aussi cette nouvelle génération ouvrière, ces visages de cette nouvelle génération ouvrière sans comprendre et sans avoir en tête qu'on a passé un an de pandémie où justement les essentiels, le rôle des travailleurs essentiels qui font tourner la société a été vu au grand jour, et que c'est pas seulement que ça a été vu au grand jour, mais que les travailleurs eux-mêmes ont pris conscience du rôle qu'ils jouaient dans la société et du rôle moteur en fait qu'ils avaient pour faire tourner la société. Et aujourd'hui, pour venir un peu à l'actualité, la réalité c'est que post-pandémie, on commence on a subi de plein fouet, non seulement on a vu qu'on était essentiel pour faire tourner la société, mais aussi on a vu à quel point les capitalistes cherchaient à décharger la crise, à nous faire payer la crise, à nous les travailleurs et les travailleuses. Et aussi la jeunesse précaire, etc. On y reviendra peut-être dans la discussion. Et aujourd'hui, post-pandémie, ce qu'on commence à voir déjà, je ne sais pas si vous avez vu un peu les analystes bourgeois, les éditorialistes, etc., qui commencent à dire, ils commencent à parler, on commence à voir qu'il y a un certain rebond de l'économie aujourd'hui. On dit même plus haut que de ce qu'on espérait pendant l'année 2020, plus fort que prévu. Il y a Juan qui en parlait hier dans le plénier sur la situation internationale pour ceux qui étaient ici.
Et c'est pas sans, par contre, c'est pas sans contradiction. C'est-à-dire que cette machine qui a été mise, y compris pendant tout le confinement, on a vu les États déverser de l'argent pour donner la possibilité aux entreprises de mettre les travailleurs au chômage partiel, etc., pour donner des indemnités, pour éviter que ça soit la catastrophe sociale pleine et entière et que ça engendre aussi des révoltes et des contestations massives. Donc cet investissement massif, cet endettement massif des États pour pouvoir financer tout ça, ça fait que voilà, qu'aujourd'hui il y a des contradictions aussi qui existent. Par ailleurs, cette croissance, ce rebond économique qu'on est en train de voir pendant cette année 2020, il y a déjà des analystes qui commencent à dire que l'année 2021, ça va pas être la même histoire, quoi. Enfin, on commence à parler, par exemple, des taux de croissance qui vont ressembler plutôt à ceux de l'après-crise 2008. Donc des taux de croissance à 2-3%, etc. Donc on voit déjà qu'il y a même un analyste un économiste qui est assez connu, qui a été un peu connu, y compris pour avoir prédit la crise de 2008, qui s'appelle Nouriel Roubini, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui dit, en gros, qui commence à dire par exemple qu'il y a une hypothèse, enfin lui il a cette hypothèse-là, de dire que la prochaine crise du capitalisme, ça va être une combinaison entre les deux dernières grandes crises capitalistes qu'on a pu voir dans les années 70 et à la fois dans 2008 avec toute la crise autour de la dette, etc. Ce rebond économique dont on nous parle aujourd'hui et toutes les contradictions qui existent aujourd'hui dans la situation économique d'un capitalisme qui reste en crise et dont la crise va s'approfondir probablement les années à venir, c'est quelque chose qui est une donnée de la situation et que nous, on doit l'avoir en tête. C'est-à-dire après le mouvement des Gilets jaunes, après la pandémie, etc., on va probablement vers une situation où c'est pas les 30 glorieuses, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une situation de crise qui va exister. Mais quel que soit le scénario, je veux dire, s'il y a un rebond qui tient plus longtemps, si c'est plutôt le scénario noir de Roubini qui se profile, ou si c'est différents scénarios possibles, en tout cas de combinaison de crise, ou si la bourgeoisie arrive à maintenir un peu cette situation un peu plus longtemps, etc. Quel que soit le scénario, il y a une chose qui est sûre, c'est que la bourgeoisie, elle est déterminée à nous faire payer la crise pour récupérer d'une part ce qu'elle a perdu, et parce que de toute façon, voilà, c'est quand il y a crise économique, c'est toujours la bourgeoisie qui essaye de faire payer la crise aux travailleurs. Donc voilà, donc ça c'est une question importante qu'on doit avoir en tête, parce que nous, si on discute de tout ça, c'est aussi parce qu'on doit se préparer à des affrontements de classe, en fait. On doit se préparer à des attaques en règle contre le monde du travail. On doit préparer notre classe. Notre rôle en tant que révolutionnaire, c'est de voir comment on se prépare pour ça. Donc si rebond il y a, pour les patrons, il doit se faire sur le dos des travailleurs, il doit se faire en écrasant encore plus le mouvement ouvrier, en écrasant encore plus les classes populaires, en écrasant encore plus la jeunesse précaire. Donc ça, c'est un truc qui est important à avoir en tête. Et je pense, si on regarde un peu la dernière séquence, s'il y a un secteur qui est un peu emblématique de ça, c'est le secteur aéronautique. Vous avez sans doute vu en fait pendant la pandémie, c'est un des secteurs qui a été le plus touché d'un point de vue de la crise, des impacts en fait, avec les avions cloués au sol, etc., où tu avais beaucoup de crises. Il y a une offensive patronale en règle qui a été menée dans ce secteur, avec des APC, en gros des accords pour baisser les salaires, etc., des plans de licenciement, des plans de suppression de postes, etc., des suppressions de primes, etc. Donc ça, c'est une réalité, ça a été une réalité pendant toute la période de la pandémie, et contradictoirement, aujourd'hui, c'est un des secteurs qui est en train de rebondir d'un point de vue économique, d'un point de vue de la bourgeoisie capitaliste de ces secteurs-là. C'est un secteur où il y a un certain rebond, mais qui se fait, comme je disais, sur le dos du salarié. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un rebond dans le secteur, qu'il y a une croissance économique, etc., à nouveau dans ce secteur,
que les travailleurs ils arrêtent d'être licenciés, qu'on arrête de baisser leur salaire, etc. Il y a peut-être d'autres exemples assez frappants de ce point de vue-là. Il y a la question je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu des blocages à Roissy. Ils ont bloqué les départs en vacances, etc. Les salariés d'ADP, où en plus de la privatisation qui est en cours depuis un petit moment, là ils sont en train de mener une offensive, par exemple, pour supprimer des primes et des choses qui vont jusqu'à une perte de 20% de salaire. Hein. C'est vraiment incroyable, c'est une offensive assez importante. Et l'autre exemple que je voulais citer, parce que c'est un camarade à nous qui est Gaëtan, que vous connaissez sûrement pour beaucoup, qui travaille dans les ateliers de Haute-Garonne, dans la région de Toulouse, et c'est dans cette usine qui est une petite usine relativement, où ils ont mené une grève sur les questions d'augmentation de salaire, sur les négociations annuelles obligatoires, sur les NAO, sur les augmentations de salaire. Et le patron, il propose combien d'augmentation de salaire? 0%. 0% d'augmentation de salaire, alors qu'on est en train de parler de rebond, etc., etc. Donc je pense que c'est assez symptomatique, ou c'est assez emblématique comme secteur, entre guillemets, de ce que je viens de décrire comme situation, comme mécanisme. Et je pense que ce qui est intéressant de voir aussi dans ce secteur, c'est qu'il y a un réveil un petit peu d'un secteur qui, vous avez, si vous pouvez me citer une grève dans l'aéronautique, en tout cas avant la pandémie, dans les 30 dernières années, je pense que vous allez chercher longtemps parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou il n'y en a pas du tout, voire. Donc je pense que et de voir qu'aujourd'hui, dans ces contradictions-là, dans ce contexte-là, c'est un secteur où il commence à y avoir un réveil. Il y a la grève qu'il y a eu dans l'usine où est notre camarade Gaëtan, mais il y a aussi à Daher, il y a aussi d'autres exemples. Donc voilà, qui pour nous, en tout cas en tant que révolutionnaires, c'est pas juste dire voilà, c'est bien, il y a des secteurs qui luttent, etc. Mais c'est une leçon quelque part contre le scepticisme. C'est un secteur en fait où il n'y avait pas du tout de tradition de lutte, etc., etc. Et on voit que c'est un secteur que malgré ça, c'est un secteur qui a un potentiel aussi. Si le jour où ils vont se réveiller, les travailleurs de l'aéro, en fait ça va être, en plus c'est un secteur qui a une importance stratégique pour la bourgeoisie française, etc. Donc c'est un secteur, si ce réveil se consolide et continue, etc., ça peut être un truc explosif. Y compris avec tout un... Voilà, c'est des secteurs, la plupart, il y a beaucoup de sous-traitance, etc. Donc, c'est des secteurs aussi précaires. Enfin, voilà. Donc, je pense que, pour illustrer, mais je vais m'arrêter là sur les éléments plus de contexte, mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que le background, pour le dire d'une manière, de la discussion que nous, on veut mener aujourd'hui, c'est ça, en fait, c'est de comprendre dans quelle situation on est, de comprendre quel est le contexte qu'on est en train de traverser aujourd'hui, quel est le contexte que notre classe est en train de traverser aujourd'hui, et vers où on risque d'aller. Et de ce point de vue-là, la discussion, pour nous, elle doit porter sur quelles sont les tâches des révolutionnaires aujourd'hui, quels enseignements de tous les camarades qui vont parler après moi, qui vont raconter des éléments d'intervention dans la lutte des classes, des petites démonstrations qu'on a pu faire, nous, dans nos interventions, dans l'intervention des différents camarades du courant de révolution permanente, etc. Quels enseignements on peut en tirer pour se préparer justement à l'avenir. C'est-à-dire, on ne va pas juste raconter ce qu'on a fait pour dire voilà, on est les plus beaux, etc. Mais on a envie de se préparer à ces affrontements-là qui ne vont pas tarder à venir. Donc voilà, donc nous, la question qu'on doit se poser, c'est ce qu'on va essayer de transmettre à travers les interventions des différents camarades, et je m'arrête sur ça, c'est de voir comment notre intervention en tant que révolutionnaire dans les grèves, dans les luttes, etc., peut se faire d'une manière à pas seulement regarder ce qui se passe dans un secteur, c'est-à-dire pas de manière corporatiste ou dans la lutte entre les salariés d'un secteur et le patron d'un secteur, etc., pour arracher des augmentations de salaire, etc., etc., mais que nous, on a envie de penser ces interventions-là, de penser les grèves, de penser les luttes de la classe ouvrière, de penser la lutte de la classe ouvrière comme une manière aussi de penser quels sont les apports que ces grèves-là, que ces interventions-là peuvent laisser pour l'ensemble de la classe. C'est-à-dire comment en fait la grève de Grand Puy, c'est pas juste
une grève des salariés de Rempli contre un géant du CAC 40 qui est Total, mais comment cette grève, les enseignements qu'on peut en tirer, elle peut nous permettre d'imaginer aussi, de penser d'autres grèves, d'autres interventions, etc., etc. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Christian, mais voilà, pour essayer de donner un peu la tonalité de comment on a pensé se plaigner, ce qu'on essaierait de développer, on aimerait en tout cas développer dans la discussion par la suite. Donc je passe la parole à Yarosène qui Donc Rosen, je pense que je n'ai pas besoin de la présenter vu les applaudissements, mais quand même. Donc Rosen, c'est une camarade qui est une camarade de Révolution Permanente de Toulouse. Elle est étudiante précaire et elle est licenciée de Chronodrive. Voilà, elle va nous raconter un peu son expérience tout à l'heure. Donc je passe la parole à Christian. Salut les camarades, moi c'est Christian. Comme le lien m'a présenté, je suis ouvrier dans l'agroalimentaire en Moselle, chez Neuser. Donc c'est une boulangerie industrielle en quelque sorte. On fait tout ce qui est baguettes, croissants, viennoiseries, etc. etc. Et voilà, on appartient aussi à un gros groupe, il faut le savoir, qui s'appelle Soufflé, qui a été racheté par Invivo. C'est des plus grosses malteries en gros dans les bières que vous buvez, etc. etc. Il y a une chance sur deux que ça vienne justement de ce grand groupe-là. Et donc voilà, moi je voulais surtout parler de l'intervention qu'on a pu avoir, l'intervention un peu politique qu'on a pu avoir dans les luttes qu'on a menées justement dans cette boîte. Il faut savoir que c'est une boîte qui est sur Folchevillers, bon ça va pas vous parler, mais en Moselle, et où on a traversé pas mal de PSE, et notamment un PSE avec pas mal de licenciements. Ça a été plus de 500 licenciements sur une période, il faut savoir quand même, sur 2 ans, 3 ans. Et le dernier PSE qu'on a pu avoir, c'était justement pendant la période des Gilets jaunes. Et là, c'était un peu une première pour nous. On est tout de suite allé discuter avec les camarades du rond-point bon, c'est le rond-point de Saint-Avold, mais pareil, ça vous dit rien. Mais voilà, on allait discuter avec ce rond-point-là. On allait ensemble, on a vu un peu une gilet jaunisation. Désolé, j'ai du mal avec ce terme-là, de le dire quoi. Mais voilà. Mais du coup, où tout de suite on allait avec eux, tout de suite on a commencé à bloquer des camions ensemble. Tout de suite on a travaillé ensemble. On a même fait des manifestations, etc. ensemble. Mais on a aussi vu les limites de ça. On a aussi vu que il y avait des limites, que rester juste à des revendications qui étaient un peu syndicales, qui étaient un peu des revendications économiques. On a vu les limites et on regardait un peu ce qui se passait ailleurs. Et très vite est arrivée la réforme des retraites. Et très vite on a vu au travers de Révolution Permanente notamment, et cette fameuse coordination, que les camarades ils vont peut-être en parler un peu après. Mais ouais, on a très vite vu que voilà, cette coordination RATP, SNCF, etc. Et donc on s'est dit, allez, on va discuter avec eux, on va aller les voir. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Révolution Permanente. Et on s'est rendu compte, et c'était très important quand on entendait notamment les discours d'Anas ou de Loli, par exemple, de dépasser juste le cadre syndical et d'amener des revendications qui étaient plus politiques. Et réforme des retraites dit pandémie qui arrivait juste derrière. Et comme je vous ai dit, je suis dans l'agroalimentaire et nous, on était ce qu'ils appelaient les travailleurs essentiels. Donc nous on n'a pas connu le confinement, nous on allait bosser tous les matins, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais voilà, et tous les matins on a continué à aller bosser. Et dans un mépris le plus total, notre patron lui il en avait strictement rien à foutre, il nous a laissé bosser, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien, je vous parle de ça, c'était en mars 2020 où la pandémie est tombée, où on était tous paniqués, etc. Et résultat, on a eu un cas à l'usine, comme partout. Il n'y avait pas de mesure de distanciation et tout, et c'est là où, politiquement, on a discuté avec les camarades de Révolution Permanente, et on s'est dit, on a fait un droit de retrait qui était quand même massif, c'était 5 jours de droit de retrait, c'était toute l'usine arrêtée, il faut le savoir. C'était, notre patron, pour vous dire, le premier jour on fait le droit de retrait, il nous regarde droit dans les yeux, il nous dit, ouais, je reviens, il s'est barré de l'usine, quoi. Le gars, il a entendu qu'il y avait le Covid, il se barre de l'usine, et il nous laisse comme ça, nous, sur le parking, comme des merdes. Mais vraiment, vous imaginez, quoi, le mépris un peu du patron, qui s'en fout, qui nous laisse clairement. Et donc c'est là où nous on a décidé, là sur les 5 jours-là, d'organiser nous-mêmes un protocole sanitaire, nous-mêmes d'instaurer en mars, d'avoir des masques chirurgicaux, etc. dans l'usine, la désinfection, la prise de température. On ne savait pas où on était, on s'est dit on met le meilleure mesure. Voilà. Nous on n'était pas contre produire, on sait que il faut produire du pain, etc. Mais on était pour le faire, mais en sécurité en vrai.
Et ça a commencé, c'était là la première fois où, avec les camarades, sur ces 5 jours, on a discuté un peu de contrôle ouvrier de la production, etc. Ce que c'était de dépasser, hein, juste le cadre syndical. Mais après ça, voilà, le patron il s'est vengé, hein, bien entendu, on va pas se mentir, il a commencé à appliquer les mesures Covid, etc. C'était voilà, hein, il y avait tout un enjeu, il nous avait fait augmenter notre temps de travail, voilà, et toutes les trucs. Mais et c'est là où c'était intéressant, c'est là où nous on a décidé de répondre. Dès que le premier confinement il s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a fait? Direct on a décidé d'attaquer. On s'est pas dit voilà, c'était rare hein, de voir une grève offensive dans cette période-là. On a réussi à mettre, parce que c'est vrai que j'ai dit Nosaire en Moselle, mais il y a plusieurs entreprises dans toute la France. Il y en a notamment à Maubeuge et à Reims, pas loin d'ici. Et avec les camarades, on s'est coordonnés, on s'est dit voilà, tu nous as fait travailler, tu nous as fait galérer le patron pendant cette période-là, et nous on va se venger. Et dès que la pandémie elle sort, dès que le confinement, on a théorisé ça avec les collègues, les salariés. Ça va, il n'y a pas de. Et avec les camarades, du coup, on s'est théorisé ça. On s'est dit, voilà, sortie du confinement, nous, on sortira en grève. Et c'est ce qu'on a fait. On a réussi à mettre 3 sites de production en grève. C'était une première. Jamais j'avais pensé avant à me coordonner avec un autre site ou aller discuter avec la FO de là-haut ou même la CGT, hein, d'autres sites. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de dire, mais je suis militant à la CGT. Hein. Et du coup, c'était aussi un peu nos premiers trucs. Et c'était là de discuter, de dire, voilà, tu nous as fait galérer, maintenant tu vas payer, etc. C'était important. C'était des premières luttes. C'était, voilà, bon, on a réussi à avoir une petite prime Covid, etc. Mais c'était plus l'action de réussir à se coordonner et de se coordonner quoi. Et après on a continué, on s'est dit voilà on va continuer. En décembre on est encore arrivé et avec la logistique, un secteur qui est chez nous qui est la logistique, on a même réussi à faire embaucher des gens. On est traversé des PSE un peu avant, on a fait réussir à embaucher des gens qui ont été licenciés avec une grève massive où il n'y a pas un cariste qui est resté, qui allait bosser quoi. Ils sont tous sortis et ils ont dit voilà nous on galère, maintenant on veut du monde en plus. T'as licencié, non, tu vas réembaucher. On a réussi même à faire réembaucher des salariés licenciés, il faut le savoir. Et du coup, c'est vrai que là, des petites victoires comme ça fait plaisir, ça fait du bien au moral. Et on est arrivé jusqu'à déjà à prendre conscience, à se dire, ah ouais, il y a quand même une différence. Qu'à chaque fois qu'on amène des questions plus politiques, que c'est pas juste, ouais, on veut 100 € d'augmentation, mais quand on commence à parler de contrôle ouvrier de la production, voilà, c'est nous, on va décider combien on doit être pour travailler. C'est pas au patron qui, lui, veut toujours faire des économies sur notre dos, etc. On a réussi à défendre ces perspectives, on a réussi à. C'est les premières fois où on faisait des réels AG, où ensemble on discutait, est-ce que, voilà, on faisait venir le patron sur le piquet de grève, on venait l'embrouiller, etc., etc. Et tout ça, ça nous a amené à là, hein, je sais pas pour ceux qui ont peut-être suivi un peu l'actualité, mais il y a quoi, c'était il y a une semaine de ça, on a appris qu'un collègue à nous, c'était un chef, il s'est fait licencier. Il s'est fait licencier pour une connerie en plus, hein, ils lui ont reproché de ne pas avoir rempli un document parce qu'un autre salarié était parti, un bon de sortie. En vrai, c'est une connerie, on va pas se mentir, c'est juste qu'il voulait faire des économies, c'était un petit licenciement économique en vrai qu'il voulait faire déguisé. C'est juste ça. Et c'était un samedi. Le dimanche, on se réunit, on discute de ça, etc. On voit la lettre de licenciement, on voit clairement que c'est bidon. Le lundi matin, direct, j'arrive à 5 du mat. L'anecdote, il faut savoir, c'est que je ne pensais pas du tout que la grève allait prendre. Hein. Je me rappelle, j'ai fait encore un audio du camarade du Grand Est, ils pourront vous le dire. C'est bon, là, cette semaine, on va discuter de ça, on va essayer de monter une grève de solidarité et tout. On va se donner la semaine, etc. pour discuter et trouver la meilleure stratégie pour répondre. Et je suis arrivé à 5 du mat, et c'est pas des conneries, hein, c'est vraiment, je suis arrivé à 5h du matin, j'en parle à quelques collègues, les collègues ils me disent ouais, viens on va discuter à l'autre secteur et tout. On a commencé à faire une AG dans l'usine, donc vraiment à se réapproprier l'outil de production, dire le patron il veut qu'on démarre, non, nous on va pas démarrer tes lignes maintenant, là on va discuter de ce que tu as fait là. Là t'as licencié un de nos collègues, on va discuter maintenant de son licenciement. Et très vite ça a dépassé juste le cadre, hein, même du camarade. Qui, tu vois, on aurait pu dire, ouais, il a licencié un collègue, voilà, le camarade, c'est Moussa, etc. Non, on a dépassé le cadre-là en disant, voilà, aujourd'hui, il a licencié Moussa, demain, il va licencier peut-être toi, peut-être que. D'où, à la fin, ça est arrivé en disant, ouais, d'où le patron, il décide de combien on est sur ligne, de qui il licencie. D'où, c'est nous, on est là, on galère tous les jours dans l'usine, et d'où notre patron, il décide ça. Et ça, c'est des interventions que, il y a 1-2 ans de ça, alors qu'il y avait des PSE, on ne se posait pas ces questions dans les AG. Et c'est le côté, le contenu un peu politique qu'on a essayé d'amener, voilà, qu'au travers de révolutions permanentes, etc. Et direct, on a fait une AG et on a voté la grève. Une grève à l'unanimité. C'est-à-dire, il n'y a pas un collègue, on a voté, il n'y a pas un collègue qui n'a pas levé la main. On a tous levé la main dans le secteur, on a tous levé la main, on a dit voilà, maintenant on ne démarre pas les lignes de production et à midi on est dehors. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, après, nous, c'est un peu compliqué. On a pu se permettre aussi, en vrai, c'était ça aussi, hein, c'était la réflexion de discuter dans l'AG. Et c'était intéressant de voir que très souvent, les AG, c'est le camarade du syndicat, il va parler, et les gens, ils vont voter, etc. Des fois, tu en as un qui râle un peu au bout de l'AG. Mais là, il y a eu vraiment des discussions sur même la stratégie qu'on met en place.
Nous, on a des chaînes de production où c'est du pain qu'on fait, donc c'est de la pâte, c'est des produits vivants. C'est pas un PSA par exemple où tu fais une portière, tu peux arrêter. La portière, elle va pas partir. C'est un petit pic pour mon camarade Vincent qui démonte des portes. Mais voilà. Mais voilà, c'est du produit, c'est des matières vivantes, hein, etc. Donc ça veut dire que si tu commences à produire, tu as pendant 4-5 heures le processus de fabrication. Et c'est pas rien, c'est des croissants, pour l'anecdote, on a 2 lignes de production, sur une ligne, tu en fais 50 000 par heure. Donc c'est 1 million de croissants dans la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu, hein, c'est pas la petite boulangerie, on est 250 à travailler, il y a quand même tout un truc, c'est robotisé et tout. Hein. Faut le savoir, des baguettes aussi, on en fait plus de 100 000, 150 000. Hein. Et voilà, et on a réussi à défendre cette perspective de dire non, maintenant tu décides pas, tu vas pas licencier. Et on a défini comment les modalités, la stratégie de grève, c'est 1 heure de grève comme ça, tout le monde peut le faire par jour, un peu comme l'Infrapol a fait. Et du coup on s'est dit voilà, 1 heure de grève, ça bloque la production, ils peuvent pas produire et tout le monde peut le faire et nous on va pouvoir tenir longtemps, on va pouvoir tenir 2-3 semaines. Et là le patron il a flippé, quand il a vu ça, quand il est arrivé à l'usine et qu'il s'est dit ah ouais ok, ah ouais ils sont tous dehors, ah ouais là il y a un problème. Et toujours avec la même stratégie qu'on a mis en place, c'est de ramener le patron sur le piquet de grève. Et après, moi j'aime bien jouer un peu l'agitateur, etc., et lui rappeler que voilà, il n'a pas à venir licencier des gens, que c'est pas lui avec ses 2 ans d'ancienneté qui va décider de qui a le droit de travailler ou qui n'a pas le droit de travailler, etc. Mais c'était impressionnant parce que très vite, on a vu une radicalité. Et ça, c'est toutes les luttes qu'on a pu mener avant, hein, qui sont allés, les camarades. Et quand je vous dis, hein, on n'est pas des raffineurs où c'est les mecs un peu clichés, etc. Ça va, voilà, je rigole, mais c'est... Là, on vous parle de petits ouvriers de boulanger, etc. Et de boulangères. Je ne sais pas si vous avez vu voir les photos, mais moi là, je vous parle c'est des mères de famille de 50 piges qui sont rentrés dans la gueule de mon directeur à lui dire oh, d'où tu vires le camarade. C'est ça qui est impressionnant, c'est de voir ça, se dire ah ouais, il y a voilà et tout ça, c'est un travail de. Alors je suis pas tout seul, hein, faut pas croire que je suis seul. Il y a d'autres camarades, qui sont peut-être pas à Révolution Permanente, mais qui suivent beaucoup, etc. Et c'est tout un travail qu'on a mené qui a permis de mener cette grève et d'avoir 100% de grévistes sur mon équipe, 95% sur l'équipe d'après-midi et 100% sur l'équipe de nuit. Je sais pas si vous imaginez un peu ce que ça représente, quoi. C'est du jamais vu. Et surtout, la finalité, c'est d'avoir obtenu la réintégration du camarade. Là, le camarade aujourd'hui où je vous parle, il a dit il viendra travailler. Et ça, c'est des choses qui sont rares, on va pas se mentir. Hein. Et il y a eu un peu tout qui a été combiné. Hein. Le camarade était quand même un peu aussi, il était apprécié, on va pas se mentir et tout. Mais c'était surtout sur, on allait plus loin, on a dépassé son simple licenciement. Et ça a fait beaucoup. Et voilà. Et c'est pas la seule. Hein. C'est vrai que j'ai oublié, mais par exemple, au-delà de ça, même dans la conscience que les camarades ils ont pu prendre, c'était aussi au moment du confinement, notre patron il avait voulu jeter des millions de produits, parce que je vous ai expliqué ce que c'était, des millions de produits à la poubelle. Et les camarades, ils se sont mobilisés sur cette question. C'est-à-dire qu'ils sont allés plus loin que de se dire juste, ouais, on va se mobiliser sur une augmentation de salaire ou sur un licenciement. Ils sont carrément allés dire au patron, non, ces palettes-là, tu vas pas les jeter, elles sont propres à la consommation. Toi, tu veux juste te libérer de la place parce qu'elles sont à 3 mois de la date de péremption et que du coup, tu peux plus les revendre à un Lidl ou un Carrefour, etc. Et que tous les trucs, nos actions là sont fermées et tout, donc tu peux pas leur donner à eux. Non. On a réussi à faire dire au patron, non, tu vas pas jeter ces palettes-là, et ces palettes, nous, on va aller les distribuer. Et d'ailleurs, c'était un peu le lien qu'on avait fait avec Révolution Permanente, parce qu'on s'était inspiré, en vrai, des camarades de chez McDo, et qu'on avait vu sur Révolution Permanente, justement, où ils avaient fait un drive, etc. Et nous, on a reproduit la même chose, on a distribué des centaines et des centaines de milliers de croissants, de baguettes, etc., des associations, elles étaient venues les récupérer. Je vous jure, c'était impressionnant de voir... comment on a pu se positionner en disant voilà, nous on a l'outil de production, nous on est en capacité de nourrir la population et on va le faire. On ne va pas jeter ça alors qu'on voyait des queues en Saint-Denis, etc., où ils venaient récupérer des colis alimentaires, etc. Et notre patron il voulait jeter des produits, quoi. Nous on lui a dit non, on va distribuer ça partout. Et on a réussi, tu vois, c'était aussi une preuve que voilà, on est capable de se mobiliser au-delà que juste sur des augmentations de salaire, etc. Et c'était vraiment le côté un peu politique de ces revendications, de dire c'est nous on produit, c'est nous on décide. Et ça c'est une grosse prise de conscience. Et au-delà de la gilet jaunisation, hein, désolé, j'arrive vraiment pas avec ce terme-là. Et cette prise de conscience qu'on a pu prendre dans la pandémie, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que ce qui se passe chez nos airs, est-ce que c'est pas symptomatique
de ce qui se passe dans les autres secteurs et comment nous, en tant que militants révolutionnaires, on peut intervenir là-dedans. Moi, voilà, je voudrais finir sur cette question-là, de se la poser et de se dire voilà, comment nous, militants révolutionnaires, on peut reproduire ce schéma dans les autres secteurs, etc. Parce qu'une colère, elle est là et je pense que c'est à nous d'aller militer pour la faire sortir. Merci les camarades. Bonsoir tout le monde, moi c'est Yacine, je suis machiniste au centre-bus de Malakoff, pour ceux qui ne savent pas. Et donc je suis à la RATP depuis 2009. Donc je vais vous raconter comment un militant, comment un simple agent RATP s'est retrouvé à faire 60 jours de grève et à militer dans une organisation révolutionnaire et à se revendiquer trotskiste, militant révolutionnaire. Donc, je vais pas faire le mytho et j'ai pas préparé de ouf, donc je vais faire je vais vous raconter en fait comment les choses sont amenées dans un premier temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à la RATP, la plupart des agents, la plupart des grévistes que vous avez pu voir n'avaient pas de conscience politique énorme, ne sont pas syndiqués, etc. Et en fait, pour nous, la grève, c'était juste ne pas travailler, ne pas sortir les bus pour les machinistes. Et on s'est dit, il y avait beaucoup de gens qui se disaient, ils ne voyaient pas trop la différence entre la grève et l'arrêt maladie en fait. Même le fait de faire grève n'était même plus politique pour beaucoup de gens. Et en fait, moi j'ai été beaucoup impacté, on parle de la journée du 5 décembre, mais il y a eu cette journée du 16 octobre à Saint-Denis, où il y a eu ces rencontres RATP-SNCF, et où j'y suis allé. Et là, en fait, j'ai suivi l'intervention, on était à peu près 60 agents RATP, SNCF. Donc ce qu'il faut savoir, Loli parlait de la coordination RATP-SNCF, mais ça a été aussi une coordination RATP-RATP, parce qu'il faut savoir que par exemple dans mon dépôt, on est à peu près 600 machinistes, et c'est à peu près les mêmes nombres qu'on trouve dans les autres dépôts, et on ne se connaît pas en fait. On est tout seul dans nos bus, on se croise parfois sur ligne, quand on est sur la même ligne, mais sinon on ne se connaît pas. Alors vous imaginez bien qu'on ne connaît pas les autres agents des autres dépôts et encore moins les agents des autres départements. Et dans cette salle, j'ai rencontré des agents, des machinistes de d'autres dépôts et on a pu discuter et on a vu qu'en fait, on avait tous la même détermination face à cette contre-réforme que proposait le gouvernement. Et moi j'ai été marqué par l'homogénéité des interventions où à chaque fois ce qui revenait, c'était le retrait pur et simple, c'était la méthode. On a beaucoup appris de stratégies pourries de la SNCF avec la grève perlée et c'est revenu souvent. Et en fait, il y avait cette radicalité de faire justement une grève illimitée, comme on disait, reconductible et d'apprendre de l'échec qu'il y avait eu avec la grève de la SNCF. Et après ça, moi, quand j'avais pris la parole, je me suis dit, mais que les prises de parole se répétaient autour de ça. Et j'ai demandé, mais en fait, qui était pour négocier avec le gouvernement? Et je voyais que personne n'était pour négocier, personne ne voulait la grève perlée, et on était tous déterminés. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait beaucoup de militants syndicaux, et beaucoup avaient conscience, parce qu'ils avaient beaucoup d'expérience. Moi, je suis rentré en 2009, j'ai jamais connu de vraie grève à la RATP. Ça a toujours été des grèves de 24 heures éclatées. Je sais pas au bout de la combienième j'ai compris que c'était de la merde et en fait ces gens-là, il y en avait qui avaient connu 2007, qui avaient connu d'autres grèves à la RATP et ils avaient tous ce mot on va être trahi par les directions syndicales. Ils le savaient et pourtant c'était des militants syndicaux mais ils le savaient et en fait bon, moi c'était un peu abstrait pour moi à ce moment-là. Et donc voilà, je me souviens, il y avait Clément, qui est camarade, qui est au Technicentre de Châtillon à SNCF, qui était venu me voir et qui avait pris mon numéro parce qu'il avait vu que lors de ma prise de parole, j'étais à Malakoff et qu'on était très proches géographiquement, et qui pensait déjà, ça va être long, on va devoir s'organiser, faire des AG, etc. Moi je me suis dit, il va trop loin. Moi voilà, je reste chez moi, comme tout le monde sait, je mate Netflix, dans ma tête c'était ça mon plan. Et puis, il y a eu le 5 décembre, la manif, et je me souviens, je vois les cheminots avec leurs caisses de grève, qu'est-ce qu'ils font ça sert à quoi? C'est bon, c'est qu'on va perdre de l'argent, ça va durer quelques semaines, et après, c'est bien après que j'ai compris tout ça.
Et l'utilité de justement s'organiser, que c'était pas du hasard, et c'est pour ça qu'ils s'étaient beaucoup mieux préparés et que ça les a beaucoup moins fragilisés en fait cette grève, parce qu'ils étaient préparés comme si c'était une guerre en fait. Une grève c'est comme une guerre, je dis, il y a l'art de la guerre, il y a l'art de la grève en fait. C'est ça que j'ai appris avec les camarades comme Loli, Anas, etc. Et en fait il y a eu un gros coup dur, c'était quand Martinez nous dit mi-décembre, rendez-vous le 9 janvier. Et là, nous, on se dit, mais en fait, il se fout de notre gueule. On fait quoi jusqu'au 9 janvier? Parce que nous, on était là, pas de trêve, pas de trêve. C'est pas Laurent Berger ou Escure qui allait nous dire, le secrétaire de l'UNSAD, de nous dire quand est-ce qu'on arrête la grève. Lui, il n'était pas gréviste. Et je me souviens, il y avait eu ce live d'Anas qui avait eu plus de 4000 personnes qui le suivaient. Et là, c'est là que je me suis dit, en fait, toutes ces rencontres RATP-SNCF ont débouché sur la coordination RATP-SNCF. C'est là qu'on a vu son rôle, en fait, et qu'on ne pouvait pas le créer au moment où Martinez fait cette annonce. Qu'il fallait le penser en amont, quitte à paraître un peu comme un fou, on va se dire, mais il n'y a encore rien, il n'y a même pas encore eu grève, vous préparez déjà une trahison d'une grève qui n'existe pas encore. Ça paraissait fou. Ça paraissait fou. Et après, on s'est dit, mais en fait, ils avaient grave raison. Et c'est comme ça qu'on a pu faire une manifestation. On était des milliers à Paris, on passait sur BFM, on a fait les contrevœux du président le 31 décembre, faire venir des journalistes. On a fait énormément de choses. Et aussi la solidarité que ça a créé entre les agents. Moi, la première fois que je suis venu soutenir quelqu'un en disciplinaire, c'était le 12 novembre 2019, donc avant le 5 décembre, parce que ce 16 octobre-là, il y a quelque chose qui s'était créé. Et quand on m'a dit, il y a un machiniste à Flandre, il s'appelle Ahmed, il passe en disciplinaire, je ne savais même pas c'était qui. J'ai dit, on va y aller. Et on est parti avec plein de rencontres, plein de camarades de la coordination RATP-SNCF pour soutenir, pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'est créé, que c'est pas anodin. Déjà, même dans ton dépôt, il y a quelqu'un qui va en disciplinaire, tu n'y vas même pas. Alors, pour vous dire, imaginez que des gens qui sont au centre-bus de Lagny, au centre-bus de Malakoff, ils vont aller à 9h du matin au centre-bus de Flandre. C'est sans grève ni rien, juste parce qu'on a organisé les gens, on a commencé à les rassembler, à les unir, à leur parler de politique. Et je l'ai compris après que voilà, c'était que Loli, etc., Clément, c'est pas des simples grévistes, mais c'était des militants révolutionnaires et qui avaient des théories révolutionnaires. Et c'est après en lisant justement, parce que moi aussi je voulais pas me faire avoir, je me suis fait avoir une première fois, on a créé notre caisse de grève dans mon dépôt fin décembre. Je me suis dit, je vais pas répéter les mêmes erreurs, et j'ai commencé à lire. J'ai commencé par lire Où va la France, et je me souviens dans la préface, où on parlait déjà des trahisons de la CGT qui appelait à des journées de 24 heures dans les années 30. Je me suis dit, mais c'est un truc de malade, quoi. Et en fait, je me dis, c'est fou qu'on découvre ça, alors que ça a presque 100 ans, et si ce n'est plus. Et donc voilà, j'ai commencé à apprendre, à lire, etc. Et j'ai compris qu'en fait, en voyant l'expérience de la coordination RATP-SNCF, qu'en fait, pas besoin d'être des milliers dans un secteur pour influencer une grève qui était historique. Il a suffi d'une poignée de militants pour donner une direction, insuffler quelque chose. Et ça a suffi. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait qu'on s'organise, dans nos secteurs, qu'on ait une influence. Et un peu, pour répondre à la question de Christian, c'est le rôle des militants révolutionnaires dans leur secteur de penser ces choses-là, mais pas uniquement dans son secteur. Pareil pour l'Infrapol, voilà, ça m'a marqué de voir, pour le même cas de répression, par rapport à une photo, qu'un agent, un gréviste, allait être sanctionné par rapport à une photo, et de voir tous ces agents se mobiliser, de comprendre qu'il fallait aller le soutenir. Et je suis parti avec eux au siège de la SNCF, de voir ça. C'est là que j'ai compris que c'est ça qui fonctionne. Mais ça tombe pas du ciel. C'est pas, à chaque fois derrière, il y a un Christian, il y a un As, il y a toujours un militant révolutionnaire. C'est rarement spontané, et c'est notre rôle. Et aussi, notre rôle, c'est de le développer dans les autres secteurs.
de pas être seulement des spectateurs, de dire bon les gens ils sont pas prêts, mais c'est justement de leur donner de la politique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à la RATP, chaque semaine, on a des heures d'information syndicale, mais ça parle que de foot. Il n'y a rien de syndicaliste là-dedans. Et voilà, j'étais par exemple, pour la première fois de ma vie, à la Marche des Fiertés récemment, et je me suis dit, mais quel est le lien avec la RATP et tout? Mais en fait, tout est politique. C'est là que j'ai compris que tout est politique. Parce qu'il faut savoir que pendant la grève, la direction a essayé de nous réprimer et instrumentaliser la question de l'homophobie. Et je me suis souvenu qu'il y avait ces collectifs comme Du Pain et des Roses, et collectifs LGBT qui étaient venus nous soutenir en disant non, ils ne sont pas homophobes, nous on soutient les grévistes, on ne tombe pas dans le piège de la direction de la RATP. Et après, j'ai commencé à regarder, mais le groupe RATP, il est quand même implanté en Arabie Saoudite, ils sont fiers de leur marché, alors que dans ces pays-là, les homosexuels, ils sont punis, ils risquent la peine de mort. Et c'est là où on voit l'hypocrisie de la RATP, et en fait, on voit que tout est politique, en fait. Et que chaque année, ils nous font leur pinkwashing, ils nous font le 8 mars, ils nous disent voilà les femmes, etc. Mais en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie et c'est notre rôle justement de montrer aux collègues que voilà, tout est politique, on a un rôle. On l'a vu pendant aussi la crise du Covid où on était en première ligne. Et il faut savoir qu'au tout début, on n'avait pas de masque. Pire, on nous sanctionnait si on avait un masque. Vous pouvez nous sanctionner, c'était écrit noir sur blanc, sur PV, on disait, ouais, si l'agent qui a son propre masque, qui vient avec son propre masque de fortune, eh ben, il pouvait être sanctionné. Et aujourd'hui, on peut nous sanctionner si on n'a pas de masque. C'est pour montrer la logique de l'entreprise. Et justement, on a commencé, on s'est préparé, on ne sait pas s'il allait y avoir un mouvement radical de la part des travailleurs qui voilà, n'en pouvaient plus d'être en première ligne, de pouvoir risquer de contaminer leur famille, etc. Et on a élaboré ces rencontres de transport avec des ouvriers de Keolis, de Transdev. Et en fait, c'est là qu'on voit, en fait, c'est toujours la solution d'essayer d'élargir, d'aller chercher les gens, de leur montrer que tout est politique, qu'on n'est pas là juste pour faire des croissants ou conduire des bus, mais c'est nous qui faisons tourner la société, de montrer aux gens que nos métiers sont politiques, qu'on a un rôle, que quand on passe dans des quartiers, etc., eh ben, c'est de la politique. Pourquoi les transports sont payants? De faire réfléchir nos collègues sur tous ces sujets-là. Pourquoi en banlieue, pourquoi quand je passe à Bagneux, il y a beaucoup moins de fréquences que quand je passe à Boulogne? De montrer aux gens que c'est pas normal. Et ces choses-là, c'est le rôle des militants révolutionnaires de le développer dans leur secteur et pas seulement. Du coup, moi c'est Rosen, je viens de Toulouse du coup, et comme on m'a présenté un peu au début, du coup je suis étudiante et je suis aussi salariée licenciée de Chronodrive. Chronodrive, pour vous dire rapidement, c'est une entreprise de la grande distribution qui appartient à la multinationale de Auchan. Pour contextualiser un petit peu, j'ai été licenciée fin mars pour un tweet qui dénonçait le greenwashing de Chronodrive, avec toute l'hypocrisie qu'on peut connaître en fait, des marques de la grande distribution. Chronodrive, c'est quoi? C'est un secteur où on est genre à 80 ou 90% des étudiants. On est en contrat à temps partiel. On vient en fait travailler pour 3-4 heures, on ne se connaît pas, on est dans un entrepôt toute la journée où on est genre peut-être 150. Et puis c'est aussi vraiment une gestion en fait du modèle du travail à l'apogée en fait du néolibéralisme où on est minuté, on est mis en concurrence tout le temps. Il y a un turnover qui est énorme. Ton collègue en fait il va rester en entreprise pour 6 mois ou 1 an. Donc vraiment vous imaginez bien qu'il n'y a pas de tradition de lutte. En fait même pour la majorité des collègues c'est leur premier taf. Il y en a qui te disent bah moi je vois pas pourquoi je vais me mobiliser, enfin, je reste là 6 mois ou je pars dans 2 mois et donc forcément bah, personne ne sait même discuter de choses politiques, personne ne connaît le droit du travail ou quoi que ce soit. C'est bien sûr aussi comme beaucoup de secteurs, comme beaucoup de secteurs les plus précaires en fait, de la classe ouvrière, c'est un secteur qui est déserté par les organisations syndicales. C'est un secteur dans lequel en fait il y a quelques organisations syndicales mais qui co-gèrent la misère salariale avec le patron. Et nous on l'a vu en fait beaucoup pendant la crise Covid.
où en fait, en tant qu'étudiant, les cadences en fait, à Chronodrive, elles augmentaient de plus en plus, et nous, du coup, on devait mettre nos études de côté pour pouvoir tenir les cadences de l'entreprise. Et en plus, suite à ça, on n'a pas du tout été remerciés, puisqu'en fait, alors que Auchan avait promis la prime à ses salariés, nous, à Chronodrive, on ne devait même pas avoir la prime au début. Et ça a été en fait déjà la première politique que notre camarade Raphaël a menée en fait en tant que militant là-bas. Ça a été déjà d'organiser un peu la colère, de faire signer une pétition qui a été signée plus de 14 000 fois par des gens, mais aussi derrière ça, d'organiser en fait cette colère. C'est là en fait où on a vu qu'on n'avait aucun moyen de discuter entre nous, il n'y avait aucun moyen de revendiquer des choses. Il n'y avait aucun moyen de se sentir en fait pas seul, de même avoir un outil pour s'organiser contre le patron, s'organiser contre ses attaques, mais aussi être à l'offensive. Et c'est en ça justement qu'on a, pour la première fois, créé un syndicat combatif dans l'entreprise. On a créé la section syndicale CGT. Et donc du coup, notre intervention, elle a commencé comme ça. Et ensuite, on a essayé au plus que possible d'essayer d'implanter une tradition de lutte. De faire connaître en fait aux salariés qu'on pouvait relever la tête, même si on avait 19 ans, même si on avait 18 ans, et même si on restait 6 mois dans l'entreprise. Cette lutte, cette implantation de tradition de lutte, elle s'est notamment vue dans la lutte contre le sexisme qu'on a menée, où en fait le point de départ de cette lutte, ça a été en fait une plainte de collègue qui est venue me voir et qui m'a dit qu'en fait ça faisait 3 ans qu'elle subissait du harcèlement sexuel. Que la direction était totalement au courant de ça, qu'elle devait aller tous les jours travailler à côté de son agresseur sexuel, que sa sœur avant elle devait aller tous les jours travailler à côté de son violeur, et que la direction en fait savait tout ça. Même en fait toutes les femmes de l'entreprise travaillaient sous une ambiance sexiste constante, et la direction elle restait muette, et si les victimes parlaient un peu trop, on les poussait à la démission. Et du coup nous, en tant que militants, ce qu'on a essayé de créer, et en fait les salariés elles ont directement vu toute l'importance de faire ça, c'était de s'auto-organiser en tant que femme. On s'est organisé dans des commissions de femmes pour pouvoir libérer la parole, mais aussi pour pouvoir parler en fait de nos conditions de travail en tant que femmes et avoir des revendications concrètes face à ça. Et ça, on l'a fait sans compter sur notre patron, parce qu'on savait très bien qu'en fait notre patron, lui, il s'en foutait du sexisme qu'on vivait, il s'en foutait en fait des réflexions qu'on avait, des attouchements qu'on pouvait subir. Tout ce qu'il voulait, c'était garder les profits de son magasin, qu'on aille de plus en plus vite et puis qu'on continue à se taire. Et cette commission de femmes, elle a eu en fait une importance énorme, et notamment, moi j'ai des collègues en fait qui venaient et qui me témoignaient que ouais, en fait, elles se rendaient compte c'était quoi le patriarcat dans la société, c'était quoi le sexisme en fait à Chronodrive, et même dans leur vie personnelle, elles disaient mais putain je me rends compte de ça et tout, c'est un truc de fou, moi j'ai plus envie de l'accepter. Un autre exemple aussi de la prise de conscience que ça a été pour ces femmes, ça a été en fait Amélie, une victime de harcèlement sexuel, qui, alors qu'elle voulait en fait accepter une clause de confidentialité que lui proposait la direction, en échange d'une somme qui est misérable, qui en fait l'a privée de parler de ce qu'elle avait subi, du traumatisme qu'elle avait subi dans l'entreprise à vie. Elle ne pouvait même pas en parler à sa mère, à son copain ou à ses enfants, à vie jusqu'à sa mort. Elle a parlé en fait devant plus de 100 personnes à un rassemblement de soutien pour justement en fait, dire tout ce qu'elle avait subi de la part de la direction et à Chronodrive. Et ça a été permis parce qu'il y a eu un énorme soutien autour de toute cette lutte, une énorme levée aussi de l'omerta, et elle savait que quand elle parlait pas simplement pour elle, pour dénoncer ce que la direction y avait fait. Elle parlait aussi pour toutes les autres femmes, que ce soit au champ ou dans toutes les autres entreprises, qui vivaient la même chose que elle, pour toutes les femmes qui au foyer aussi vivaient la même chose qu'elle. Et ça, ces différents exemples, si je vous les raconte, c'est parce que oui, ils témoignent d'une énorme remise en cause en fait, des normes établies, d'une énorme prise de conscience du patriarcat qui est systémique, qui est dans tous les aspects de notre vie, mais aussi d'une énorme prise de confiance en soi en tant que femme. Aujourd'hui, en tant que femme, en règle générale, on est beaucoup soumise à un pessimisme. Moi, je me souviens d'une réunion du Pain et des Roses, où en fait, il y avait une femme qui me disait « Ok, genre, Rosanne, c'est très bien la lutte que tu as menée avec Chronodrive, mais moi, en fait, je sais pas, quand je vois qu'il y a une femme sur 10 qui s'est fait violer en France, quand je vois qu'on connaît toutes du harcèlement de rue ou du harcèlement sexuel, en fait, je suis pessimiste de voir en fait que les choses vont s'améliorer. Et moi aussi, au début, il y a plus d'1 an et demi, quand j'ai commencé à militer, j'étais grave pessimiste de tout ça. Mais en fait, on voit que quand les femmes, elles s'organisent, qu'elles se prouvent qu'elles sont pas seules à dire la même chose, qu'elles prennent confiance en leur force, qu'elles voient qu'elles peuvent changer les choses, et surtout qu'elles s'allient avec les gens qui ont les mêmes intérêts qu'eux, que ce soit des hommes ou des femmes, on a la force de faire bouger les choses. Et cette commission de femmes, elle nous a prouvé à toutes, elle nous a toutes fait évoluer en nous disant oui, on a la chance, on a la force de faire renverser les choses réellement. La réaction de la direction face à toute cette prise de conscience, face à toute la force que ces femmes-là, elles avaient pu avoir, ça a été de me licencier 2 jours avant le 8 mars,
avec 20 jours de mise à pied et puis un licenciement du coup pour le prétexte bidon d'un tweet. Suite à ça, nous, on a du coup énormément riposté avec l'ensemble de nos collègues et avec cette commission de femmes. Et surtout, on a fait en fait 2 jours de grève avec des dizaines de collègues qui se sont mis en grève en soutien. Avec cette logique, justement, nous, en tant que militants révolutionnaires, on n'était pas sceptiques que les couches même les plus précaires en fait, de la classe ouvrière, elles peuvent se mobiliser, mais surtout, dans cette logique de vouloir faire naître des traditions de lutte au sein de Chronodrive, on a réussi à aller convaincre nos collègues que la grève, c'était une nécessité. Au début, il y avait des collègues qui me disaient qu'ils ne voulaient pas perdre d'argent parce qu'ils étaient tellement précaires que c'était juste pas possible pour eux et que du coup, ils voulaient aller convaincre les clients sur les quais de livraison de mettre des mauvais avis Google avec une étoile et dire réembauchez Rosanne s'il vous plaît. C'était ça au début que les collègues voulaient faire. Et ça, on a dû batailler avec ça. On a dû leur prouver qu'en tant que travailleurs, c'était quoi leur force aujourd'hui. En tant que travailleur, aujourd'hui, la force, c'est de faire arrêter de tourner le magasin et de dire à ton patron, maintenant tu fais comment? Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, on a une force énorme de bloquer le pays, de bloquer notre usine, de bloquer même les transports, etc., etc. Et donc, dans cette trempe-là, il y a 2 bilans énormes, je pense qu'on peut tirer aussi de cette lutte, qui sont en fait les démonstrations de nos conceptions à révolution permanente. Déjà, c'est celui, comme je disais tout à l'heure, rapidement, de ne pas être sceptique, que les couches les plus précaires des travailleurs et des travailleuses, ils pouvaient se mobiliser. Et ça, si aussi ces femmes-là, ces gens de 18 ans, 19 ans, ils ont pu se mobiliser, c'est parce que nous, on leur parlait d'écologie, on leur parlait de féminisme, on leur parlait de questions de genre. Et d'ailleurs, c'était une grève féministe qu'on a fait. Et des hommes se sont mobilisés en soutien pour une grève féministe. Et c'est en ça aussi qu'on a essayé, alors qu'il y avait plein de facteurs objectifs, pas de tradition de lutte, pas d'organisation syndicale implantée réellement, des gens très jeunes, etc., etc. On a réussi à faire ces grèves-là, on a réussi à lutter contre la division des ouvriers et des ouvrières, mais aussi à commencer à influencer un peu les mouvements féministes et les mouvements ouvriers et leur dire d'arrêter de se diviser, parce que concrètement, un autre bilan en fait qu'on tire de cette lutte, c'est que nous, en tant que militants révolutionnaires, on est allé batailler ces organisations féministes, ces organisations du mouvement ouvrier, pour essayer de créer une convergence autour de cette répression. Historiquement, le mouvement féministe, il s'est construit énormément en extériorité du mouvement ouvrier. Et ça, c'est beaucoup à cause du poids justement des bureaucraties syndicales. Yacine le disait un peu. Il faut voir que, je sais pas, fin du 19e, début 20e, il y avait des organisations syndicales qui appelaient à des grandes grèves contre l'entrée des femmes sur le marché du travail parce que ça allait baisser les salaires. Donc forcément, en fait, les femmes, après, elles n'ont pas confiance. Même, en fait, les partis, en général, traditionnels, ils reviennent un peu tous les 5 ans de dire que maintenant, ils s'intéressent aux femmes, ils s'intéressent aux minorités de genre, ils s'intéressent aux jeunes. Mais sinon, en fait, on ne voit que des trahisons et aucune amélioration concrète pour nos conditions de vie et nos conditions de travail. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a d'un côté les organisations syndicales, où en fait, c'est presque jamais mis à l'ordre du jour, les questions de genre et les violences sexuelles. Et de l'autre côté, on a les organisations du mouvement féministe qui se sont construits en extériorité du mouvement ouvrier, ce qui fait que du coup, en fait, on a beaucoup de collectifs autonomes éclatés en fait par communauté, mais qui du coup n'ont qu'un rôle, le pouvoir en fait d'action, ça va seulement être dans la rue. Et ça, c'est une contradiction qui est énorme quand on voit qu'en fait, les femmes, aujourd'hui, pour prendre la question des femmes, les femmes, en fait, c'est la moitié de la classe ouvrière, et c'est notamment les couches les plus précaires de la classe ouvrière. Et donc, c'est énorme de voir qu'en fait, aujourd'hui, les femmes vont se mobiliser principalement dans la rue, alors qu'on est dans les classes les plus paupérisées du travail. Nous, on a aussi essayé de lutter contre la division du mouvement des jeunes et du mouvement ouvrier. Quand on voit qu'en fait, à Chronodrive, on est 90% d'étudiants, quand on voit qu'en fait, aujourd'hui, il y a un étudiant sur 2 qui travaille, qui est précaire, la précarité étudiante, elle a beaucoup été mise à l'ordre du jour ces dernières années, on voit qu'en fait, cette lutte-là, elle prouve que nous, les jeunes, on est prêts à se mobiliser, qu'on n'est pas non plus sceptiques en fait de se mobiliser, qu'on a envie de changement, on a un espoir d'une alternative, et que surtout, on refuse en fait le monde qu'on nous promet. On veut se mobiliser pour l'écologie, on veut se mobiliser contre les oppressions et contre l'exploitation. C'est vrai que par rapport à toutes les grandes luttes qu'on a pu voir dans la rue, dans l'entreprise, c'est pas vraiment la même chose. On voit quelques jeunes qui relèvent la tête, que ce soit en fait à McDo, à Uber ou à Chronodrive, et notamment en général ça se fait aussi beaucoup sur la question des oppressions. Mais il faut voir qu'en fait déjà, cette division-là, elle s'incarne par une part très minime des jeunes dans les organisations syndicales.
Moi, je me souviens de réunions à la CGT où j'avais les vieux de la CGT qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, quand même, une fille de 19 ans, c'est bien et tout. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. En général, les jeunes, ils sont sur leur portable, scotchés, etc., etc. » Alors que, je sais pas, moi, quand j'allais à ma fac ou dans mon travail, tout le monde parlait politique. On parlait du gaspillage alimentaire, on parlait d'écologie, on parlait de féminisme, on parlait de la Pride, on parlait aux États-Unis de Biden, on parlait de la montée de l'extrême droite, etc., etc., quoi. Et pour moi, non, tout le monde parlait politique et les jeunes, on est avides de politique. Par contre, les jeunes, on n'a plus confiance dans les directions syndicales. On n'a plus confiance qu'en fait, les directions syndicales ne parlent jamais des oppressions. On n'a pas non plus confiance, en fait, quand on voit que même les partis traditionnels, en fait, ils ne nous donnent que des trahisons. Quand on voit que même un gouvernement de gauche comme Hollande, il nous a en fait donné la loi travail. Quand on voit qu'en fait, même la LFI aujourd'hui, on a voté pour elle en 2017, mais on n'a aucune avancée concrète. Ou alors, en fait, quand on voit que, je sais pas, Macron, qui était soi-disant le président des jeunes, en même temps, là, il est en train de faire passer des lois liberticides, autoritaires. Nous, on n'a pas non plus attendu, en fait, en tant que jeunes, de la gauche, en fait, institutionnelle pour manifester contre la Palestine, pour Adama, ou alors lors de la Pride. Nous, si on a lutté contre la division de, justement, ces différents secteurs-là, c'est pas parce qu'on a envie que le monde il soit tout beau, il soit tout rose et que tout le monde y soit uni. Nous, c'est parce que, surtout, en fait, on veut créer un parti qui prend en charge la question des oppressions et qui dote justement tous les opprimés d'une stratégie à la hauteur de la révolution et pour justement émanciper en fait l'ensemble de la population des oppressions et de l'exploitation. Aujourd'hui, oui, on fait le constat que non, il n'y a pas de voie en fait qu'on peut connaître de partis traditionnels qui s'adressent aux jeunes et aux femmes. La France Insoumise, en fait, elle nous propose simplement d'être une force électorale. Elle vient nous voir en fait tous les 5 ans pour nous organiser un peu un an avant les élections, en nous donnant un petit programme pour les femmes, un petit programme pour les jeunes, et puis après, elle nous lâche comme ça, et puis elle nous dit dans 5 ans, et on revient. Nous, on n'a pas envie juste en fait d'être des petites mains qui mettons des bulletins dans une urne. On vaut bien mieux que ça. On a envie d'être une force sociale. On a envie d'avoir en main en fait nos luttes et de savoir en fait que nos grèves, on peut les arrêter quand on veut, on peut les commencer quand on veut, et c'est nous qui allons les diriger parce que nous, on est les grévistes justement. Et on a envie d'être acteurs de nos luttes justement. On pense que d'ailleurs le sujet central en fait qui va pouvoir mener à la révolution et comme je disais tout à l'heure, à l'émancipation en fait de l'ensemble de la société, c'est la classe ouvrière, c'est les travailleurs et les travailleuses. Parce que déjà en fait on a les moyens de le faire et on a aussi l'intérêt. On a vu en fait à Chronodrive qui avait intérêt d'arrêter que les femmes elles se fassent opprimer. On a vu en fait même à Chronodrive quand tous les jours en fait on jetait des produits, on en vendait aux moins nécessiteux et qu'en même temps dans notre fac il y avait des gens qui crevaient la dalle. On a vu en fait qui avait intérêt de donner des colis alimentaires à ces gens-là. On a vu en fait aussi qui avait intérêt à justement arrêter avec le gaspillage alimentaire et la crise climatique, etc. Au-delà de l'intérêt, on voit que qui en a les moyens, ici ça le prouve un peu, mais même en fait l'ensemble des travailleurs de ce pays se lèvent tous les jours et ils ont en main les moyens de faire tourner le pays, mais aussi de l'arrêter. Et c'est justement en ça que les travailleurs ils sont stratégiques parce qu'on voit qu'ils ont un pouvoir d'action énorme qui est directement l'économie du pays. Et que ça c'est un défi du coup pour nous de briser le mouvement, la division entre le mouvement ouvrier, le mouvement féministe et le mouvement des jeunes et d'intervenir et d'influencer dans le mouvement ouvrier pour qu'ils prennent en charge la lutte contre l'exploitation mais aussi la lutte contre les oppressions. Le défi qu'on se pose aujourd'hui, du coup, c'est de construire un grand parti révolutionnaire des travailleurs qui prennent en charge la question des oppressions. Et c'est le projet d'ailleurs qu'on défend avec la candidature de Anas aujourd'hui, qui en fait est une candidature qui est révolutionnaire, inédite en France, qui se pose la perspective de faire la révolution et qui se pose surtout en indépendance des institutions et des patrons. Nous, en tant qu'organisation féministe et révolutionnaire, mais aussi en tant que collectif du pain et des roses, on appelle toutes les femmes et tous les jeunes à voter et à, pour l'instant en tout cas, soutenir la candidature de Anas, à la porter haut et fort. Et ça montrera en fait toute la nécessité du parti, toute la nécessité que les jeunes et les femmes s'expriment au sein d'un parti avec une ligne stratégique claire. Salut à tous, moi je vous représente rapidement. Je m'appelle Adrien Cornet, je suis raffineur et délégué syndical CGT à la raffinerie de Grand Puy. Et je suis aussi militant Révolution Permanente depuis un peu plus d'1 an maintenant. Comme l'a dit Loli en introduction, le but de se plaigner, c'est d'ouvrir le débat et d'apporter aussi à travers nos expériences dans la lutte des classes, en fait,
quelles sont nos tâches pour lutter dans la future période, voilà, pour lutter contre le patronat, contre les bourgeois qui se préparent à nous faire payer la crise. Et à travers la lutte de Grand Puy, je vais essayer d'apporter, en tout cas de décrire le principal acquis de cette lutte, qui a été d'apporter, de penser en fait une politique hégémonique qui allie la classe ouvrière et la question de préserver, de sauver la planète et les travailleurs qui y vivent. Donc, comme vous le savez peut-être, on a été confronté à l'annonce d'un plan social qui supprimait 700 emplois sur la raffinerie de Grand Puy. Donc, c'était en septembre 2020 qu'on a eu cette annonce. Et c'était pas la première fois qu'on fermait une raffinerie en France. En 2010, on a eu Flandre, en 2014, on a eu Carlin, et en 2015, on a eu la raffinerie de la Med. Et par exemple, à la raffinerie de la Med, pour vous démontrer un peu la différence entre notre intervention en tant que militant révolutionnaire, ce que peut faire la démonstration d'un courant comme Révolution Permanente et ce qui a été la bataille de la Med, c'est 50 jours de grève à la Med, et c'est pour autant, même s'ils ont posé la question de défendre l'emploi, voilà, une visibilité très peu rendue possible en fait par voilà, le fait qu'il y avait peu de visibilité médiatique, etc. Ils ont pas réussi en fait à poser des questions qui sont importantes et qui englobent l'ensemble de la société. Et ça a été ce qu'on a pu faire à Grand Puy, et ça a été le résultat de l'organisation politique et révolutionnaire qui est Révolution Permanente. Ça n'a pas été le fruit de militants seuls et isolés, syndicalistes, comme moi par exemple, ou comme Polo, voilà, où on était avant d'être militants révolutionnaires, ces ouvriers-là. C'est important de le rappeler parce que c'est vraiment quelque chose qui est pensé, et c'est vraiment quelque chose qui vient de notre tradition, notamment de la fraction trotskiste, la 4e internationale, notre internationale dont fait partie Révolution Permanente. Et je vais vous lire, pour illustrer ça, quelques phrases de l'article de notre camarade Juan Dalmaso qui a écrit sur cette question. Donc, dans cet article, il cite Lénine, et il dit « Lénine considérait comme une politique hégémonique, c'est-à-dire une politique qui dénonce chaque abus commis contre tout groupe opprimé de la société en les liant à une lutte politique contre l'État et le régime. » Et il poursuit « En ce sens, une politique pour l'unité de la classe ouvrière est indissociable du développement de ses liens avec les mouvements. Dans une hégémonie expansive qui réaffirme le caractère central de la classe ouvrière sans la réduire à une lutte économique. Du point de vue de la pratique politique, la synthèse serait de lutter au sein des mouvements sociaux pour l'union avec la classe ouvrière en s'opposant à la logique de la division des revendications et de lutter dans les syndicats pour un programme qui intègre les revendications des autres mouvements en rupture avec le corporatisme syndical. » Nous avons essayé, en tout cas, et avec nos petits moyens face à un monstre du capitalisme comme Total, d'illustrer dans la réalité, dans notre pratique politique, contre la suppression de 700 emplois à Grand Puy, ce qui est évoqué dans cet article. Voilà, ça a été une pratique qui a été consciente, où tout le courant, toute Révolution Permanente s'est mis autour de cette bataille, parce qu'à l'intérieur de cette raffinerie, il y avait des militants révolutionnaires conscients qui ont pensé dès le mois de septembre à penser une stratégie qui pourrait allier et le mouvement ouvrier, notamment les raffineurs de Grand Puy, en militant la grève, mais aussi en dépassant la raffinerie qui est Grand Puy, en dépassant ces quelques centaines d'ouvriers qui étaient attaqués, en allant chercher des alliances qui englobent l'ensemble de la société. Et comme vous le savez, la question de la transition écologique est centrale aujourd'hui. Là, vous avez lu le dernier rapport du GIEC pour certains d'entre vous, et vous avez vu à quel point cette urgence, elle est là, elle est partout.
Et la bataille de Grand Puy, elle a posé ça au centre en fait du débat, avec les écolos, avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre, avec Alternativa, et avec tous ceux qui aujourd'hui crient à l'urgence climatique. Crient au fait qu'il faut se battre, il faut essayer de sauver la planète. Mais nous, avec Révolution Permanente, on a pensé et on a mis au débat la question de qu'est-ce qu'on va faire des travailleurs qui travaillent dans les raffineries, dans l'aéro, dans le nucléaire. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Et on a avancé avec eux. Et on les a convaincus. Parce qu'on a une politique consciente. Parce qu'on a travaillé ensemble, collectivement, avec tous les camarades de Révolution Permanente. On a pensé à comment on allait réussir à s'allier, à convaincre l'ensemble de la société, et ça a été en tout cas le cas avec le mouvement écolo, qu'il est nécessaire de conserver les raffineries sous contrôle ouvrier, parce que les normes sociales et environnementales sont les plus hautes du monde en France, et parce que sous contrôle ouvrier, parce que les ouvriers, c'est dans leur intérêt de préserver la planète, parce qu'ils vivent à côté de ces raffineries, ils subissent en premier lieu la pollution, ils se baignent dans les rivières, ils se promènent dans les forêts, comme les autres. Et ça a posé la question de la centralité de la classe ouvrière. C'est ce qu'on dit depuis le départ dans ce plénier. De cette force qu'on a et de cette possibilité qu'on a si on se met en mouvement à résoudre l'ensemble des problèmes de la société. Avec la jeunesse, avec les autres secteurs, les mouvements sociaux, les organisations écologiques pour nous, mais les organisations aussi féministes. Mais attention, en ayant la volonté active d'imposer nos mots d'ordre, de convaincre, en disant c'est la nécessité de la révolution. On a été invités, grâce à notre démonstration pendant cette grève, où on a convaincu jusqu'à la coordination totale l'ensemble des raffineries. C'était une véritable bataille, batailler contre la bureaucratie syndicale. C'est 23 000 syndiqués à la FIC. Face à cette bureaucratie syndicale stalinienne et leur imposer nos mots d'ordre, à nous révolutionnaires, de dire maintenant la transition écologique on la veut, mais on la veut aux mains des ouvriers. Et on va faire cette alliance avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre. Et on va porter la stratégie avec le média Révolution Permanente, une stratégie juridique avec tous les camarades du juridique. Et tout ça, ça a été vraiment tout le courant qui s'est mis autour de cette lutte et qui l'a porté. Et aujourd'hui, les acquis qu'on a, ils sont profonds dans la classe ouvrière. Parce qu'on a réussi à convaincre la coordination Total, c'est toutes les raffineries de France chez Total qui nous ont applaudi, qui nous ont dit « Votre stratégie, au départ, on n'y croyait pas. Vous nous avez fait une démonstration de force. » Partout où on va, aujourd'hui, on est invité pour dire la méthode Grand Puy, c'est celle-ci qu'il faut faire. On a des camarades des centrales nucléaires, notamment à Paluel, qui nous appellent pour dire nous aujourd'hui on se bat contre la privatisation EDF, GDF, et c'est avec votre méthode qu'on veut se battre. Il faut nous mettre en lien avec les écolos, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on mette à l'ordre du jour la question du contrôle ouvrier. Pareil, quand on intervient, on est invité partout pour discuter avec les mouvements sociaux, avec les mouvements écolos. On sera à la fête de l'UMA dans un des principaux débats le 12 septembre. On sera là pour dire et pour déclarer, pour affirmer la nécessité de la révolution et que cette révolution, elle s'organise. Elle ne va pas tomber du ciel. Que si on n'a pas une organisation politique avec des camarades partout, dans toutes les couches de la société, on n'arrivera pas à imposer ce rapport de force qui est nécessaire. Parce qu'en face, ils sont organisés. Ils ont des partis politiques, une stratégie. Ils ont des syndicats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette UDT, elle n'est pas simplement là, comme le rappelait Juan, pour se retrouver ensemble et faire la fête, mais aussi pour tirer des bilans de notre action, tirer des bilans qui sont nécessaires pour se préparer à la lutte de demain et pour s'organiser, pour aller jusqu'à la lutte ultime et renverser ce système capitaliste qui nous pourrit la vie, qui nous opprime et qui détruit notre planète.